Le Grand Midi. Le Grand Midi, l'invité. Il est 12h30 en temps universel. On va recevoir l'invité de la rédaction. En cet après-midi, je rappelle qu'il s'agit de M. Boubacar Sadio Baldé. Il est membre du bureau national de l'UFR, dont il est également membre du bureau exécutif, coordinateur du parti UFR en Europe. Et je rappelle que c'est le père à notre confrère Kalim Baldé qui animait le Tout Foot sur Espace TV. M. Baldé, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans le studio A de notre maison. Merci, M. Toukara. Ouais. Voilà. Vous êtes membre fondateur de l'UFR et depuis quelques années, l'UFR est l'un des partis ténors dans le paysage politique guinéen et pendant longtemps, l'UFR a fait rêver, peut-être un peu moins aujourd'hui. Expliquez-nous dans quelles circonstances l'UFR est né. Mais comme je le disais tout de suite en langue poulard, pour que je puisse expliquer la naissance de l'UFR, il faut que je revienne 2 minutes sur le régime précédent, le général Lansana Conté. Allez-y. Dans notre pays, il y avait le régime du président Sékou Touré de 1958 à 1984. Nous, on s'est retrouvés jeunes. Bon, à 68-69 déjà, on sentait que ça claudiquait. Et conséquence, beaucoup d'entre nous sont partis à l'étranger parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la ligne suivie ici et le niveau des études ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient. Nous sommes partis, moi-même je suis parti en Côte d'Ivoire et j'ai intégré l'université d'Abidjan de 1970 à 1975. Nous avons trouvé un mouvement qu'on appelait le Front. Le Front, généralement on l'appelle le Front. Disons c'était le Front contre le régime du président Sékou Touré qui faisait, comme on pourrait dire, beaucoup plus de surenchères à radio. Mais puis plus tard, il y a eu le RGE, le regroupement des Guinéens de l'extérieur, dirigé par notre frère Siraj Diallo, qui a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Nous avons intégré ce mouvement, moi-même je l'ai intégré avec d'autres jeunes en tant que la branche estudiantine, à partir de 1972. Bon, ben, disons, chemin faisant, vous savez qu'il y a eu ici ce que certains appellent le débarquement en novembre 70, d'autres appellent l'agression. Le régime ici s'est radicalisé et passé carrément de régime à peu près normal à un régime carrément criminel. Parce qu'il y a eu des règlements de compte. Si quelqu'un vous agresse, bien sûr, vous avez le droit de répondre. Mais lorsque vous profitez pour liquider des pans entiers de votre pays, ça commence à devenir un problème. Mais tout cela, bon, nous on était carrément des opposants et en 1976, ce qui me semble une date clé, en août 1976, M. Sékou Touré a déclaré la guerre au Peul. Et je vous assure que ça a été le bras-le-bas à l'étranger. Je sais qu'ici, bon, les gens étaient obligés de ramper, d'aller demander pardon, y compris les Foutaniens. Ce n'était pas notre cas, on n'était pas obligés de le faire. C'est pourquoi d'ailleurs on a quitté le pays. Et nous nous sommes retrouvés, donc, tout Guinéens confondus, donc, comme maintenant on parle beaucoup d'ethnie, donc des 4 régions naturelles, je peux vous citer les noms, Zoumandigi Bakagoyo, qui est un des membres fondateurs de l'UFR et initiateur comme moi, faisait partie du groupe, et puis d'autres, des familles Nabé et compagnie. Bon, bref, on a décidé, enfin, c'est la direction du RGE qui a cherché, qui nous a dit qu'ils vont chercher une place, on va faire une formation politique et militaire pendant 1 an. Enfin, à l'époque, la date n'était pas précise. Et c'est comme ça que nous sommes partis aux Comores, à 8000 km de Paris, et disons peut-être à 6000, 7000 km d'ici, au milieu de l'océan Indien, où nous avons fait une formation politique pendant 1 an et une formation militaire. Notre but, ce n'était pas caché, c'était pour renverser le régime par la force, parce qu'on avait vu qu'il n'y avait plus d'autres possibilités. Voilà. Nous avons pensé que réellement, attaquer toute une ethnie d'un pays, c'est aller vers le mur et nous en payons encore les conséquences. Voilà. Monsieur Baldé, aujourd'hui on sait que l'UFR est la 3e force politique du pays, mais l'UFR a connu beaucoup de remous à l'intérieur même. Lorsqu'on regarde la migration de certains cadres du parti, moi, étudiant déjà, je savais que Dr Ousmane Kaba était militant de l'UFR, je connaissais Dr Makale qui m'a fait cours également, qui était militante de l'UFR. Aujourd'hui on a vu le scénario Baïdi Haribo qui s'est plus rapproché du pouvoir de la mouvance que de l'UFR. Quelle est votre lecture de cette migration-là au sein du parti? Bon, avant de répondre à cette question de migration, je voudrais en terminer pour que le lecteur comprenne, parce que j'ai dit tout à l'heure que je vais parler du passé, j'ai donné pour une seconde pour dire que
le président Sékou Touré est décédé, le régime militaire est revenu ici. Bon, nous avons soutenu comme on pouvait, enfin on a regardé. Et puis en 90, on commençait à parler de parti. Et personnellement, j'ai demandé, je faisais la navette entre ici et la France. J'ai demandé à Zoubanigui, que j'ai rencontré, qui est actuellement un des vice-présidents de l'UFR, qu'on n'a qu'à créer un parti, notamment en 91. Et je lui suis dit, bon, écoutez, on va créer un parti, comment on appelle, disons, qui va sortir du schéma ethnique. Parce qu'on voyait très bien que même nos collègues avec lesquels on travaillait, Sirayoun lui-même est venu s'adosser sur le Fouta Djallon ici, Alpha Condé, qui n'était pas très connu à l'époque, hors du milieu étudiantin, qui est parti se rabattre sur la Haute-Guinée. Nous avons voulu créer un parti transversal. Je le dis, quoi de plus facile, parce que les différents éléments qui étaient partis en formation militaire étaient de toutes les régions. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'UFR chez moi à Simbaya en 92. Au mois de mai. Donc je parlais juste, il y avait les Nabé, la famille Nabé de Banco, il y avait aussi donc Zoubanigui, il y avait moi-même, il y avait les Keita Kevimba. Bref, il y avait une panoplie de Guinéens qui venaient de toutes les régions naturelles. Et c'est comme ça. Maintenant, je reviens à votre question. Concernant la migration, vous savez, la vie d'un parti, bon, il y a des va-et-vient, il y a des hauts et des bas. Comme vous dites, vraiment, je pense que l'UFR a vraiment fait rêver. Et j'espère qu'elle peut refaire rêver encore si on prend certaines options. Mais ça, on en parlera en interne, y compris avec le président. Il y a des manières de faire que souvent, même les plus hauts dans les partis ne comprennent pas. Ok. Monsieur Baldé, justement, actuellement, la tension est à couper au couteau en République de Guinée, malheureusement. C'est les mêmes problèmes politiques, c'est les mêmes problèmes de positionnement et tout. Et on a vu un fichier très bâclé qui est en train de diviser le peuple de Guinée aujourd'hui. On a aussi cette velléité de tripatouiller la Constitution qui est à l'ordre du jour. Et chemin faisant, lorsqu'on regarde, comme on dit, lorsqu'on regarde la position actuelle des ténors de l'opposition, notamment l'UFDG, l'UFR et d'autres partis comme ça, est-ce que vous ne craignez pas le scénario béninois, le scénario que Patrice Talon a joué à son opposition au Bénin? Oui, ce scénario est toujours possible, mais très peu probable en Guinée. Très peu probable parce que Patrice Talon, d'abord, il était nouveau. Il venait d'arriver au pouvoir. Avant qu'il ne commence à faire ses législatives, il y avait deux ans. Donc, il bénéficiait encore, si vous voulez, de ce qu'on appelle un état de grâce. L'état de grâce étant, il a été élu président par vraiment la population de manière la plus transparente possible. Il était encore dans l'état de grâce. Donc il a pu faire passer cela, et surtout en utilisant une technique, en disant que bon, ceux qui n'avaient pas les récépissés, notamment les récépissés financiers, et puis d'autres papiers, si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas présenter des candidats. Mais ce n'est pas le cas de la Guinée. Le cas de la Guinée, Alpha Condé est président ici en exercice depuis 2011. Depuis janvier 2011, c'est lui qui dirige. Donc les gens l'ont vu à l'ouvrage. Il y avait, si vous voulez, bon, un jour on en parlera, 4 grands groupes qui le suivaient. Mais un des groupes, c'est des gens qui rêvaient vraiment que ce sera le Mandela africain, que ce sera, si vous voulez, le RPG Arc-en-Ciel va être, si vous voulez, comme les déçus d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de déçus. Il y a beaucoup de déçus qui font que le parti Alpha Condé lui-même, ce n'est plus le Mandé Mansa qu'on voyait dans les années 90 jusque dans les années 2010. C'est devenu un homme qu'on a vu comment il gère le pays. Voilà. Justement, c'est bien beau que vous parlez de Alpha Condé parce que quand je me préparais, je me demandais est-ce que vous avez connu l'homme, est-ce que vous ne l'avez pas connu. Je sens que vous l'avez connu. Entre le Alpha Condé que vous avez connu dans les années Ferranf et le Alpha Condé qui est en train de mener la vie dure aux Guinéens aujourd'hui, est-ce que vous-même vous êtes déçu quelque part? Ah ben oui, complètement. Et je suis moins déçu parce que moi, je ne croyais pas à lui. Donc je l'ai vu à l'œuvre entre 2000 et 2010 parce que j'ai été coordonnateur de ce qu'on a appelé les forces vives ou coordonnateur adjoint durant ces 10 années sur l'Europe, ou particulièrement sur la France. Bon, donc ça a commencé par le MORAD, le mouvement contre le référendum et l'alternance démocratique, j'étais le coordonnateur, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'Union des forces vives, avant le Forum des forces vives, et c'est ça qui a amené justement les radios libres ici dans les années 2006. C'est ce combat-là que nous avions mené qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez parler de manière relativement libre. Donc on est arrivé après à l'Union, enfin le Forum des forces vives.
Il y a eu entre-temps le FRAD, le Front républicain pour l'alternance démocratique. Donc moi je dis sur toutes ces passerelles-là, j'ai été soit coordonnateur adjoint. Enfin, à ce titre, je connais Alpha Condé. Et justement, moi, il y a un petit quelque chose qui me titille l'esprit. L'UFR a été fondé chez vous, à Imbaya. Ouais. Vous êtes de tous les combats comme une personnalité au perché. Et vous vous êtes pourtant effacé pour le président Sidia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Si vous voulez, dans un parti, il faut savoir faire des sacrifices. Pour que votre parti et votre idéal puissent arriver là où vous voulez qu'il arrive. Donc je dis clairement, nous en 92 on a créé le parti, mais les moyens n'ont pas suivi. Dans la vie, comment on appelle ça? C'est les moyens qui déterminent, comment on appelle ça? C'est le nerf de la guerre. Okay. On n'avait pas les moyens. Moi-même, j'ai tenté des entreprises ici, 91, 92, mais ça n'a pas réussi. Donc, j'ai été obligé de replier sur la France pour élever mes enfants, parmi lesquels Karim Baldé, qui est né d'ailleurs en 90. Voilà. L'autre question qui me taraude l'esprit, c'est celle de savoir si aujourd'hui vous sentez que vous méritez, que vous bénéficiez de tout le respect que vous auriez voulu avoir au sein de l'UFR. Parce que la même situation que vous s'est posée à l'UFDG. On a vu comment vraiment Baouri et Selou ils se sont séparés. Est-ce que vous sentez que vous avez tout le respect que vous méritez au sein de cette formation aujourd'hui? Oui, je voudrais que vous me reposiez la question juste pour terminer celle que vous m'aviez posée, si vous permettez. Okay. Je parlais, si vous voulez, du président de la République, Alpha Condé. Vous m'aviez dit si je le connaissais, je vous dis que je le connais, c'était pas un pote à moi, mais on s'est vu comme on se voit, j'ai été chez lui à Place d'Italie, pas en tant que privé, mais dans des réunions de 10 personnes, de 5 personnes, etc. On s'est retrouvés en train de gérer des réunions, plusieurs réunions. Donc, je le connais, et vous m'avez posé la question, est-ce qu'il a changé? Il a radicalement changé. S'il tenait des discours vraiment très mirobolants, j'avoue que je n'y croyais pas. Pour une simple raison, parce que si vous approchez quelqu'un, si vous avez une certaine habitude des hommes, vous pouvez savoir si c'est un panacheur, si c'est un gars qui raconte des histoires, ou bien si c'est un gars auquel ça lui tient à cœur. Donc j'ai vu plutôt, et ça s'est confirmé, que c'est plus un homme politique qu'un homme d'État. Parce que la différence, c'est que l'homme politique cherche à zigzaguer pour rester au pouvoir, alors que l'homme d'État cherche à poser des actes qui peuvent faire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il dit oui, ce monsieur-là a aidé le pays. Et j'ai senti, non seulement je le pensais, mais pour ne pas, si vous voulez, comme on appelle, penser à quelqu'un, je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai lu. Le premier thème sur lequel je l'attendais, c'est sur l'unité nationale. Et il a failli complètement. Parce que quel que soit, vous avez des routes, vous avez des autoroutes, on peut construire des fusées. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte que les gens que vous dirigez, les gens que vous gérez, aient un certain sentiment national, un certain sentiment d'union, un certain sentiment de patrie, comment on appelle ça, de protection au niveau de l'État, de manière égale, vous avez tout faux. Même si on sort tout l'or et le diamant ici, on vous donne à chacun d'entre nos étages, si nous sommes en train de nous regarder en chienne de faïence entre ethnie et ethnie, c'est qu'on a échoué. Ok. Voilà. Doyen, vous avez 1 minute pour parler du pourquoi vous vous êtes effacé au profit du président Sidia. Donc, oui, d'accord. Parce que lorsque je commence une question, je voudrais aller jusqu'au bout si les auditeurs ne comprennent pas. Je suis d'accord. Nous ne parlons pas pour parler à nous deux, nous parlons pour que les autres entendent et qu'ils comprennent. Je suis d'accord. Donc, je disais bien, on s'est effacé parce que c'est exactement comme Baouri, à peu près. Sauf que les personnalités sont différentes. Donc, les moyens n'ont pas suivi, comme je vous l'ai dit. Le co-fondateur, le co-initiateur du parti, qui était Zoubanigui Bakari Goyo, était maire de Massanta, comme lui-même il dit. Et figurez-vous que nous-mêmes reviendrons, ça faisait une dizaine d'années qu'on est consultant au plus haut niveau de la Banque africaine de développement. Donc les moyens qui étaient là étaient pratiquement taris. Et ça vous comprenez. Donc si vous voulez, on a vu Sidia aussi à l'œuvre. On a vu entre 96 et 99 l'espoir qu'il a donné aux Guinéens pour avoir géré la primature. On s'est dit que ce monsieur peut nous porter le plus loin possible. Voilà, donc il ne s'agit pas, lorsque vous venez dans les partis par conviction, il ne s'agit pas d'avoir un ego, moi je suis ceci, je veux être à la tête. Si vous voyez quelqu'un qui peut mieux faire que vous, laissez-le passer. Bon, c'est une façon de passer. Il y a d'autres qui ne voudront pas, ils peuvent rester dans une partie cabine téléphonique de 2 personnes, mais ils veulent qu'on les appelle président. Nous, ce n'était pas notre cas. Ce n'est pas en 92 qu'on a commencé le combat politique, c'est longtemps avant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est effacé. Et figurez-vous,
à l'époque, pendant les 10 ans, c'est que maintenant que je dis aux gens que je suis membre, que je suis fondateur du parti, même ça on ne le disait pas, tout simplement pour ne pas gêner le président aux zones tournures, pour qu'il puisse voler de ses propres ailes le plus haut possible en le portant. Okay. Voilà, mais le temps a changé, donc il faut quand même se positionner et dire comment les choses sont. Je sens qu'on va davantage s'intéresser à vous les jours, les mois à venir. Mais la dernière question que je suis tenté de vous poser, doyen, c'est celle de savoir aujourd'hui, lorsqu'on vous demande en termes de développement, qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée refasse son retard par rapport à ses voisins de la sous-région? C'est quoi les axes prioritaires selon vous? Bon, écoutez, en fait, le problème c'est que l'économie n'est pas détachée de la politique. Excusez-moi de le dire, parce que pour que l'économie marche, il faut que la politique marche. Vous ne pouvez pas faire marcher une économie sans que la politique, qu'il y ait un minimum, qu'il y ait au moins les droits fondamentaux des citoyens, que les investisseurs sachent, je mets 1 milliard ici, on ne peut pas me les spolier, que je sois étranger, que je ne sois pas national. Autrement dit, que la justice fonctionne et que celui qui a raison ait raison. Mais que la justice ne se transforme pas en une, si vous voulez, en un cabinet où on transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Donc tous ces éléments, si vous voulez, ce qu'on appelle grosso modo la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, si elle existe, il n'y a pas de raison que la Guinée ne décolle pas, vu qu'on a quand même des richesses, on a quand même des possibilités mieux que d'autres pays. Et, bon, bien sûr, il faut aussi, surtout, comme on appelle, le capital humain. Voilà. Ça manque beaucoup à la Guinée, parce que nous avons eu un système éducatif qui n'a pas été à la hauteur. Vous retrouvez dans une classe pratiquement des années 70 jusqu'à maintenant, vous voyez les gens qui sont sortis de là, c'est une classe terminale ou n'importe quelle, vous verrez 5 qui vont percer, qui auront le niveau à l'international qu'il faut. Mais vous allez voir le reste, mais on ne peut rien en faire. Sauf on ne peut rien faire, on peut les recycler s'ils acceptent de baisser un peu le ton et d'être si vous voulez, dans des différents créneaux qui leur permettent d'être, comment on appelle, utilisables. Voilà. C'est le mot. Merci. Voilà. Il est 12h47, doyen Baldé Boubacar Sadio, merci. Je vous en prie. Voilà, et comme je le disais il y a un instant, on va s'intéresser davantage à vous. En tout cas, beaucoup de pertinence et surtout un franc-parler sans pareil. Merci à vous. Merci. Merci à vous.